Voilà, alors bienvenue à cette table ronde exceptionnelle car elle va vous rendre riche. Peut-être pas riche à millions, mais riche d'idées et d'expériences qui peut-être feront votre vie meilleure et qui, si un jour vous feront gagner des millions, c'est toute l'ambiguïté de la richesse et de son rapport à l'argent. Qui sont les créateurs de richesse ? Bill Gates, Steve Jobs, Mozart, Picasso, mon voisin dans son association de quartier, moi. Pour défricher ce terrain sensible et foisonnant, un plateau lui aussi riche, très riche, vous avez vu, on a du mal à se tenir tous ensemble sur la table, et riche aussi par sa diversité. Alors juste à côté de moi, Christian Camaillou, créateur de start-up, à ses côtés Antoine Frérot, PDG de Veolia, juste à côté de lui Rémi Weber, directeur de la Banque Postale, à ses côtés Catherine Grady, professeure à l'université de Brandeis, à côté d'elle Nicolas Dufourcq, directeur de BPI France, et puis enfin au bout de la table Michel Boyon, qui est avocat au cabinet Janté et qui est l'ancien président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et puis tout au bout, je ne le vois même plus tellement la table est là. Bonjour Philippe. Donc Philippe Aguillon, ancien professeur à Harvard, grand économiste spécialiste de la croissance, de l'innovation et de plein d'autres choses, et qui va nous faire un petit exposé introductif justement pour donner le point de vue de l'économiste sur justement la création de richesse. Alors, Philippe Aguillon, qui sont les créateurs de richesse ? Écoute, merci en tout cas Philippe d'avoir organisé cette session et merci aux participants à la session. Grande question, qui sont les créateurs de richesse? Et moi je voudrais me focaliser, qui sont les créateurs de richesse dans une économie de l'innovation, dans une économie où la croissance est tirée par l'innovation plutôt que par l'accumulation de richesses de base ou plutôt que par l'imitation technologique. Voilà, on est une économie de l'innovation. Quels sont vraiment les créateurs de richesse? Alors et comment les stimuler? En gros c'est ça la question qu'on veut se poser. Enfin, là du coup... Éloigner le... C'est bien, il est tellement voilà. Pris par son sujet. Voilà, absolument. Voilà. Alors, il y a d'abord les innovateurs. Alors, les innovateurs technologiques, comment les détecter? Qui sont-ils? Et qu'est-ce qui incite quelqu'un à être un innovateur? Alors j'ai fait une étude cette année, j'aime bien un peu de changer, j'ai regardé des données finlandaises, j'espère pouvoir faire la même chose sur des données françaises, et avec un collègue à moi qui s'appelle Ufuk Kaksigit, que vous avez peut-être vu dans une session précédente, et on a regardé ensemble... on a des données sur les individus en Finlande. On peut savoir ceux qui ont innové, qui brevettent, ceux qui brevettent pas, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'innovations pas brevetées, mais on regarde ce qu'on peut mesurer. Et on regarde, on sait également sur les parents, sur l'éducation des parents, le revenu des parents, etc. Et on voit d'abord qu'il y a même un pays comme la Finlande où l'éducation est complètement gratuite, on n'est pas aux États-Unis, il y a un lien assez fort entre le revenu des parents et la probabilité de devenir un innovateur. Surtout quand on a des parents qui ont un revenu assez élevé. C'est assez surprenant. On s'est dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? On pensait que la Finlande, ça allait être différent des États-Unis. Et voilà. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça passe beaucoup par l'éducation. C'est-à-dire que si on contrôle, si on dit, voilà, on se restreint à ceux qui ont une éducation supérieure et notamment un troisième cycle en sciences, eh bien, à ce moment-là, si on arrive au troisième cycle en sciences, le revenu des parents ne compte plus. Donc en gros, ce qui est très important pour être un innovateur, il y a beaucoup de gens qui ne font pas des sciences qui sont innovateurs, mais d'avoir une bonne éducation, c'est très important. Alors évidemment, les parents aident aussi à l'éducation. Il y a l'école et il y a les parents. Mais c'est très important que ça passe beaucoup par l'éducation. Donc ça, c'est une chose que montre cette étude. La deuxième chose qu'elle montre, c'est que il y a des données sur le quotient intellectuel parce qu'ils font des tests de QI à l'armée parce que le service militaire est obligatoire. Je trouve qu'évidemment, les gens qui ont un très haut QI, ils ont un peu plus de probabilité, mais enfin, c'est pas obligatoire. Hein, ça ne gâche rien, comme on dit. Voilà. Et on montre aussi que innover augmente le revenu de l'innovateur, mais il augmente aussi le revenu de gens qui travaillent avec lui, et particulièrement le revenu des entrepreneurs. Si par exemple je suis un innovateur dans une boîte que je ne possède pas, eh bien le propriétaire de la boîte, il va bénéficier encore plus que moi de l'innovation. Voilà. Mais j'ai besoin de lui. Donc c'est intéressant. Et ça pose évidemment c'est la question suivante. D'abord la politique d'éducation. Comment faire qu'il y ait la meilleure allocation des ressources humaines? Qu'on s'assure que ceux qui doivent être innovateurs seront innovateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et que des considérations d'inégalité, de contraintes de crédit, etc. n'entraveront pas
l'allocation des ressources humaines. Ça, c'est une grande question. Donc, c'est une nouvelle manière de voir l'éducation. Il faut qu'il joue ce rôle de sélection et de formation, mais également s'assurer que les innovateurs sont ceux qui devraient l'être. La deuxième chose, c'est la politique fiscale. Est-ce qu'il faut taxer le capital comme le travail dans une économie de l'innovation? Tous ceux qui parlent d'inégalité et de... enfin, les autres français, je nommerai personne. Dans leur monde, il n'y a pas d'innovation. Vous voyez, c'est tous les riches, c'était tous des rentiers, il n'y a jamais d'innovateurs. Quand il y a de l'innovation, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous taxez encore le capital comme le travail? En fait, en France, il est plus taxé. Est-ce que vous traitez ce que j'appelle toujours un Steve Jobs, maintenant il est plus de ce monde, ou comme un Carlos Slim, qui est un homme au Mexique qui a gagné de l'argent pas du tout par l'innovation, mais en profitant d'un monopole non régulé? Est-ce qu'on doit les traiter de la même manière? Est-ce que tout riche est un riche, ou bien l'innovation a une spécificité? Le capital mobilier, le capital non mobilier. Les politiques d'incitation à l'innovation, c'est-à-dire comment l'innovation, c'est un truc où il faut prendre beaucoup de risques. On se plante au début, mais comment créer un système où on vous donne le droit de vous planter et vous avez quand même une deuxième chance, une troisième chance, et puis plus tard, si vous réussissez, vous êtes récompensé. Et comment on peut créer un système comme ça où on ne punit pas l'échec au début pour que les gens prennent des risques? Et voilà, donc ça, c'est une des grandes questions posées par la politique fiscale, mais aussi par la politique de financement. Donc j'en viens au deuxième rôle. Il y a les innovateurs et il y a les gens derrière les innovateurs. Il y a les entrepreneurs et il y a les financeurs. Et en particulier, il y a des études qui montrent que le financement par action est très important pour l'innovation, parce que l'innovation, c'est très risqué. En général, vous n'avez pas beaucoup de collatéral et vous êtes très risqué. Donc, en général, je vais vous dire, je voudrais un peu contrôler ce que vous faites et avoir quand même une part des revenus, quoi, et pas juste un taux d'intérêt, quoi. Et en général, le venture capital, le capital risque, c'est très bien fait pour ça, ou le private equity, c'est très bien fait pour ça, ou les investisseurs institutionnels qui investissent dans l'equity aussi, c'est fait pour ça. Or, en France et dans les pays européens, par rapport aux États-Unis, le financement par action est complètement sous-développé et le capital risque complètement sous-développé. Alors, il y a les banques, on va avoir des banquiers très innovants ici qui vont nous parler et ils doivent pallier à cette insuffisance du financement par action. Alors, est-ce qu'on peut quand même être une économie de l'innovation avec sans développer beaucoup différents modes de financement par action? Voilà. Donc, le troisième chose, c'est le rôle de l'État. Comment l'État peut-il catalyser le processus d'innovation? Est-ce qu'il doit faire des ciblages horizontaux, c'est-à-dire dire j'aide les PME innovantes, j'aide la recherche fondamentale, j'aide l'université partout, ou bien est-ce qu'il doit aussi cibler des secteurs? On appelle ça des ciblages verticaux. On peut dire le numérique c'est important, la santé c'est important, les énergies renouvelables c'est important. Et s'il doit cibler verticalement, comment il doit le faire? Est-ce qu'on fait la politique des grands champions? Ou est-ce qu'on aide aussi les petites entreprises? Est-ce qu'on aide les entrants potentiels dans un secteur? Comment on réconcilie? Est-ce qu'on fait du colbertisme grand-papa? Ou est-ce qu'on modernise la politique industrielle et on la rend compatible avec la concurrence, avec les petites entreprises, avec les nouveaux entrants? Comment on génère l'innovation verte? Est-ce que l'innovation est verte toute seule? Ou est-ce que l'État a un rôle à jouer? Et comment il peut jouer ce rôle? Donc il y a toute une panoplie de rôles sur le rôle de l'État. Je ne veux pas rester trop longtemps, j'ai dû épuiser mes 10 minutes. À peu près, oui. Avec mes 10 minutes? Oui, mais on va revenir sur tout. Et je voulais juste terminer sur deux phrases qui étaient là de la chose suivante. C'était l'innovation non brevetable et non rémunérée. D'abord, il y a beaucoup de gens qui font de l'innovation chez eux, dans leur garage, chez eux. Les auto-entrepreneurs, c'est des grands innovateurs. Les gens qui donnent des services, l'économie du quaternaire. Comment j'incite ces gens-là à prendre des risques et à innover? Donc ça, c'est un énorme sujet. Ensuite, on arrive à la production artistique. Comment, elle n'est pas brevetée, et la recherche fondamentale, elle va donner dans très longtemps. Comment j'incite à la recherche fondamentale? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord donner des financements importants pour permettre à des gens de se lancer dans des projets ambitieux de long terme? Est-ce qu'il n'y a pas une manière sinon qu'on va trouver le short-termisme et qu'il faut aller plus vers les choses de long terme? Est-ce qu'il y a un rôle des primes à l'excellence? En France, on a une grande résistance à l'excellence. Vous savez, les notions de chaire d'excellence, que certains profs devraient être mieux payés que d'autres, et que certains profs, ils ont des offres de Stanford et d'autres non. Est-ce qu'il faut introduire cette culture de la prime à l'excellence ou pas? Et finalement, je termine, qui est l'invention non rémunérée, la coopération, la production de coopération. Je produis des services, je produis du goodwill, je produis de la coopération, je génère de la confiance. Ça, c'est pas du tout breveté, c'est pas rémunéré. Est-ce que l'État a un rôle à jouer pour encourager, avec des mécanismes d'incitation, cette production de confiance? Parce que finalement, qu'est-ce que dit le Brexit? Le Brexit, ça dit que le modèle anglais et américain, ça ne marche pas. C'est un modèle, ils ont fait des réformes structurelles, mais ils l'ont fait sans accompagnement, sans se soucier des perdants, sans se soucier des gens laissés sur le bord de la route, et ça donne le Brexit, et ça donne Trump. Comment on peut faire des réformes, dynamiser l'économie, sans tomber dans les travers anglo et américains, et réconcilier innovation et confiance? Et merci voilà, Philippe pour cette introduction à 200 à l'heure. Voilà, c'est Philippe Aguillon. Il est unique.
Alors, maintenant, on va essayer de partir un petit peu sur le terrain. Là, vous voyez, on était quand même dans du lourd, dans de l'académique, avec des recherches assez puissantes. Alors, on va faire un petit voyage dans l'autre sens et on va aller voir sur le terrain qu'est-ce que c'est qu'un créateur de richesse, un créateur de start-up, tout simplement. Alors, juste à côté de moi, j'ai Christian Camaillou. Donc, tiens, prenez le micro qui est là-bas, comme ça vous en aurez un. Donc, vous avez créé votre propre start-up. C'était, je sais plus quand d'ailleurs, donc ça marche, ça devrait fonctionner. Donc, vous avez créé votre propre start-up qui s'appelle finance-tesetudes.com. C'est ça. Et puis ensuite, vous avez décidé de monter carrément une espèce de plateforme ou d'association réunissant tous les entrepreneurs africains. Vous-même, vous êtes originaire du Cameroun, mais vous avez fait vos études en France, HEC. Et donc, l'innovation, on a bien compris avec l'exposé très convaincant de Philippe que c'était le nerf de la guerre, évidemment. Racontez-nous un petit peu votre société, d'où vous êtes parti et où est-ce que vous en êtes déjà maintenant. Alors, finance-tesetudes.com, c'est quoi? Alors, bonjour. Finance-tesetudes.com, c'est un service Internet qui répond à un besoin très important de la part de la communauté étudiante. C'est un service qui allie finance et éducation. C'est le premier courtier Internet en France spécialiste des prêts bancaires pour les étudiants. Donc chaque année en France, il y a une population de 2,5 millions d'étudiants. Chaque année, il y a 12% des étudiants qui font appel aux banques pour obtenir un crédit pour payer leurs études. Et donc notre service permet à un étudiant, en quelques clics, de faire une demande de financement en ligne. On interroge les banques et on les met en concurrence et on revient vers l'étudiant avec l'offre la plus compétitive et tout cela gratuitement. Donc j'ai créé cette activité il y a 3 ans et demi. C'est une innovation sur le marché français. C'est quelque chose qui n'existait pas. Je précise que c'est une innovation en termes de service. Hein, il n'y a pas de technologie particulière. Et donc ce qui m'a motivé dans cette création d'entreprise, tout est parti d'un déclic. J'étais banquier précédemment et je rencontrais des étudiants qui avaient besoin de financer leurs études et en particulier on rencontre des situations plutôt dramatiques avec des étudiants qui ont besoin de quelques milliers d'euros à un moment précis. Mais si à ce moment précis ils n'obtiennent pas ce financement, leur trajectoire professionnelle ne sera pas celle qu'ils avaient envisagée. Il y a combien d'étudiants qui ont recours à des prêts pour financer leurs études en France? Alors 300 000, donc c'est 12% des étudiants. Et 12% des étudiants. Donc en fait, c'est une situation assez particulière parce que les étudiants sont, enfin j'ai l'habitude de dire que les étudiants sont riches parce que leur richesse c'est la somme des revenus qu'ils vont générer durant toute leur vie professionnelle. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils sont étudiants, ils n'ont pas ces revenus. Donc l'objectif de mon entreprise, c'est donc d'aider l'étudiant à financer ses études d'aujourd'hui grâce à ses revenus de demain. Et donc, voilà. Et vous, vos propres revenus, vous les tirez des commissions en fait. Exactement, oui, des emprunteurs. Donc le service. En fait, vous faites un comparateur de prêts. Donc le service est totalement gratuit pour les étudiants. Ouais. Mais comme on considère qu'on apporte des clients aux banques, à chaque fois qu'un étudiant va choisir l'offre d'une banque, eh bien, cette banque va nous verser une commission parce qu'on a apporté un client. Voilà. Qu'elle a fidélisé sur la durée. Donc vous avez démarré en 2012. Donc j'ai démarré en 2012, donc j'ai quitté mon job. Aujourd'hui, vous en êtes vous avez combien de personnes dans votre société? Alors, aujourd'hui, nous sommes 6. 6. Nous sommes 6. Et un petit chiffre d'affaires? On est proche de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, c'est pas mal quand même en 3 ans. Voilà, donc en 3 ans, donc je suis passé par un processus assez habituel en France. Hein, donc j'étais dans un incubateur. Ensuite, j'ai fait une levée de fonds avec des investisseurs qui ont cru en cette initiative. Vous avez levé combien d'argent? C'est-à-dire, vous avez eu besoin de combien d'argent pour lancer votre 800 000 euros. 800 000 euros. 800 000 euros. Et donc les investisseurs qui m'ont accompagné ont investi dès le démarrage, c'est-à-dire que sur la base du concept que j'ai présenté. D'accord. Alors très rapidement, vous
Vous avez donc créé une association pour aider un peu les entrepreneurs africains. L'Afrique, c'est évidemment un continent d'auto-entrepreneurs, parce que tout le monde a sa petite entreprise finalement là-bas. Est-ce qu'elle accroche en ce moment à la vague start-up aussi, dans son concept occidental ? Oui. En fait, l'Afrique, c'est un continent extraordinaire. Il y a presque 50-54 pays. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que lorsque je voyage dans des pays africains, j'aime rencontrer des créateurs d'entreprises, des fondateurs de start-up. Et c'est très drôle parce que ils ne cessent de me dire tu as réussi à monter ta boîte en France et à trouver du financement précisément parce que tu étais en France. Donc, si tu avais eu cette initiative en Afrique, tu n'aurais pas réussi. Donc, lorsque vous allez dans 3 pays africains et que vous entendez cela, ça vous interpelle. Et donc, l'idée que j'ai eue, c'est très simple. J'ai créé une initiative qui s'appelle My African Startup, qui a pour objectif de rechercher, d'identifier les meilleures startups africaines, et je les mets en relation avec les médias et avec des investisseurs qui souhaitent investir dans ces pépites. Mais l'initiative a démarré il y a 1 an. Ouais. Vous avez aidé combien de boîtes à se créer ? Une quinzaine actuellement ont été financées. Ouais. L'initiative a démarré il y a 1 an, donc avec un grand événement de lancement à Abidjan en Côte d'Ivoire, et au mois de septembre on va sortir un palmarès des 100 meilleures startups africaines où investir en 2017. D'accord, merci Christian. Alors maintenant on va faire un saut. Voilà, on va faire un saut quantique de 6 à quasiment 200 000. Hein, c'est le nombre d'employés qu'il y a chez Veolia, dont vous êtes le patron, Antoine Frérot. Donc là, on passe dans l'univers des très grandes entreprises. Alors, on pourrait se dire finalement, par définition, une start-up, elle fait de la croissance, elle fait de l'innovation, donc elle crée de la richesse. Est-ce qu'une grande entreprise, elle est condamnée à stagner, ou est-ce qu'elle peut encore être un grand créateur de richesse ? Eh bien déjà, une grande entreprise, même s'il ne croit pas, elle crée de la richesse. Parce que l'innovation de M. Aguillon, c'est l'accélération de la création de richesse. C'est la dérivée d'ordre 2. Elle est clé, et je vais y revenir. Mais avant de s'occuper de la dérivée d'ordre 2, il faut aussi s'occuper de la dérivée d'ordre 1. La création de richesse plus traditionnelle, elle est clé. Et l'important, me semble-t-il, c'est le rôle des grandes entreprises, c'est de chercher déjà à pas en détruire de cette richesse-là, tout en continuant à essayer d'en créer. Et c'est là que le rôle des grandes entreprises est important. Les grandes entreprises, dans notre pays, en France, elles représentent une forme de socle, de base d'une création régulière de richesse, on va dire, plutôt pérenne et durable. Et l'important, c'est de conserver cette richesse-là, tout en cherchant par ailleurs à l'accroître. Et là, il est important de défendre nos grandes entreprises, ne serait-ce que pour ça. Un pays qui n'aime pas ces grandes entreprises est un pays qui décline nécessairement. Et donc détruit de la valeur et de la richesse. Et donc détruit de la richesse. Comme le thème de ces rencontres d'Aix, c'est qu'attend-on d'un pays ? Eh bien, au nom des grandes entreprises, bien évidemment. Moi, je dirais qu'on attend d'un pays qu'il défende aussi ces grandes entreprises et qu'il les aide. Et même, pour nous, mais peut-être pour les générations qui vont nous suivre, on attend d'un pays qui les garde et qui les empêche de partir. Et le fait que 4 ou 5 grandes entreprises françaises aient quitté la France ou aient disparu au cours des 2-3 dernières années me semble être clairement une destruction de richesse. Ça, c'est la première chose. Enfin, elles ne sont pas parties totalement, il ne faut pas exagérer non plus. Elles ont quitté la France. Et elles ont appauvri la France. De ce fait-là. Il est important qu'un pays garde ses grandes entreprises. Il est important que les gouvernements y veillent et les empêchent de partir, me semble-t-il. J'ai 3 enfants, ils sont français. J'aimerais qu'ils puissent vivre en France. Les grandes entreprises, avant d'être grandes, elles ont été petites. Et c'est mon deuxième point. Généralement, une grande entreprise, c'est plusieurs générations de travail qui s'accumulent. Chez Veolia, c'est 6 ou 7 générations qui sont accumulées. Et elles sont devenues grandes, ces petites entreprises initiales, parce que ces générations ont accepté de laisser une partie du fruit de leur travail dans l'entreprise, pour les générations futures. Et il y a donc, plutôt que de le consommer pour eux tout seuls, de le manger. Bon. Il y a un refus de l'égoïsme en laissant pour les générations futures une partie de la création de richesse pour que les générations futures puissent s'en servir comme socle pour continuer à créer.
Et bien évidemment, pour qu'une petite entreprise devienne grande, il a fallu qu'elle innove sur 6 ou 7 générations. Donc l'innovation est aussi dans le comportement, je dirais même dans l'ADN des grandes entreprises, dans leur culture, dans leur comportement, de manière différente. On y reviendra tout à l'heure des startups, mais c'est également dans leur ADN. Et donc les grandes entreprises sont capables, et l'ont montré, sinon elles ne seraient pas devenues grandes, sinon elles seraient disparues, qu'elles sont capables d'innover. Cela dit, elles ont quelques handicaps, parce qu'elles sont, on va dire, un petit peu corsetées dans les process et les contrôles, et puis également parce qu'elles sont entourées d'observateurs ou de parties prenantes qui de plus en plus raisonnent à court terme. Alors, on reviendra tout à l'heure un peu oui. sur les Mais handicaps et ce qu'il faut faire, mais déjà là, vous dites finalement, aujourd'hui, vous êtes très gros, vous avez une taille mondiale, et pour être un créateur de richesse, avoir une taille mondiale, c'est très important. Oui, parce que l'effet d'échelle est vraiment important. L'effet d'échelle, il apporte plusieurs atouts. D'abord, il apporte les financements. Ensuite, il apporte les terrains d'expérimentation des innovations. Une innovation, elle prend racine plus ou moins bien en fonction des différentes géographies, des différents terrains. Bien évidemment, plus vous avez de sites d'expérimentation et d'expérience, plus vous avez de chances de trouver le bon terreau pour que la graine prenne. Et puis enfin, parce qu'elle est grande, et pour les graines qui ont prise, elle permet une généralisation beaucoup plus rapide grâce à cet effet de taille. Donc l'effet de taille est, pour certains types d'innovation, un atout important. Et puis, pour celles qu'on rate d'innovation, il y a des petites entreprises qui ont des difficultés pour grandir. Les grandes entreprises peuvent, à ce moment-là, les accueillir pour pouvoir booster leur développement. Bien, alors, les accueils, c'est bien, il ne faut pas qu'elles les étouffent non plus, donc on y reviendra. Alors, là, on va poursuivre notre voyage et on va aller explorer finalement une autre dimension de la création de richesse. On n'y pense pas spontanément et pourtant elle est très importante, c'est le domaine de l'art. Finalement, est-ce qu'il y a un plus grand créateur de richesse dans le monde que Mozart ? C'est pas sûr. Hein. Si on prend en cumulé, en tout cas, rien n'est moins sûr. Alors, Catherine Grady, vous êtes économiste, professeur à Brandeis, qui est une université très sélecte près de Boston, pas très très loin de Harvard, dans le Massachusetts. Et vous êtes spécialiste de l'art, de la culture, de la propriété intellectuelle. Vous avez beaucoup écrit, notamment sur les ventes d'art, les ventes aux enchères d'art. Alors, est-ce qu'on peut dire que les artistes sont finalement les plus grands créateurs de richesse de l'histoire? We can certainly call them great wealth creators. And I'm here to remind you that they are wealth creators and of the extreme importance of cultural wealth. On my way to answering this question, I would like to put the creation of wealth in a more rigorous framework. Economists have long recognized that capital is needed for the creation of wealth. From the beginning, economists recognized that physical capital, such as machines, buildings, and transportation infrastructure, are necessary for the production of goods. Gary Becker and Jacob Mincer, more recently, developed the idea of human capital. Human capital is the idea that individuals gain experience, skills, and knowledge that is every bit as important for the production of goods as is physical capital. Economists also recognize that both renewable and non-renewable environmental resources provide a source of natural capital. In addition to physical, human, and natural capital, the cultural economist David Throsby has proposed the idea of cultural capital. Although the term has been used previously, I specifically use the term here to mean that cultural capital is an asset that contributes to the production of cultural wealth. Cultural wealth is a good or activity that expresses the collective attitudes, practices, and beliefs of a society. These collective aspects of society's behavior are passed down from generation to generation. Artists, using cultural capital and human capital, and possibly physical and natural capital, create both cultural wealth and more cultural capital. One problem, however, is that price can often confound cultural wealth.
Picasso's Women of Algiers version O recently sold for $179 million at Christie's. It's cultural capital. But cultural capital is also created by the local chorus that practices and then performs in front of a local audience in a public venue. Morris dancers performing on a wet afternoon in the center of Oxford also create cultural capital, as do break dancers performing in front of Faneuil Hall in Boston. These activities create a culturally wealthy society, and also the cultural capital necessary for future generations to produce additional cultural wealth. This cultural wealth can be a lubricant that allows the efficient functioning of both business and government, often in unexpected ways. An example of a business deal consummated because of an abundance of cultural wealth is the successful bankruptcy plan of the city of Detroit. The city eliminated $7 billion of debt during its bankruptcy negotiations. Negotiations lasted a mere 16 months, which is unusual, believe it or not, for a municipal bankruptcy. How did this happen? All parties, including outsiders, recognized the value of an ongoing art museum, the Detroit Institute of Arts. The emergency bankruptcy manager and investment bankers asked the Institute of Arts to contribute $500 million toward the bankruptcy, in return for ownership of the museum to be transferred from the city to an independent charitable trust. This goal was easily reached. Private foundations contributed $366 million, the state of Michigan contributed $200 million, and private donors to the Detroit Institute of Arts contributed $100 million. This deal is just one indication of the business benefits and value of cultural wealth. The political ramifications of cultural wealth are incalculable, both within a nation and across nations. As cultural wealth is a valuable resource, artists are indeed great creators of wealth. Merci Catherine pour cette introduction. Donc on a bien compris que finalement le capital humain c'est plus difficile également à monétiser sur un plan purement financier, mais avec le concours finalement de l'État et de toutes les parties prenantes, on pouvait arriver à en faire, à le maintenir et dans le temps et en faire un vrai créateur de richesse. Alors je voulais qu'on examine une autre part de ce qu'on appelle la culture, mais qui est dans son versant plus industriel. Avec vous, Michel Boyon, vous avez longtemps présidé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui donc est le gardien du temple de tout ce qui est radio et télévision en France. C'est un pan de la culture qui est très important, évidemment, à la fois pour son impact direct sur les gens, mais aussi en tant qu'industrie et créateur de richesse monétaire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la culture populaire, c'est vraiment un lieu majeur de création de richesse ? Alors, si j'ai bien compris ce qu'a dit le professeur président Philippe tout à l'heure, vous avez vu qu'il était fasciné par la Finlande. Et si je me plante cette fois-ci dans mon intervention, j'aurai droit à une seconde chance. C'est votre dogme. À la finlandaise. La culture, la culture est un lieu majeur de création de richesse en France. C'est une évidence, c'est une tautologie, c'est comme dans beaucoup d'autres pays. C'est vrai que c'est un espace de convergence de richesses. Les richesses intellectuelles et les richesses économiques, les richesses artistiques et les richesses financières. Souvenez-vous que sur la base de statistiques qui sont malheureusement extrêmement discutables, plus de 3% de la richesse nationale vient du secteur culturel. Il emploie entre 700 000 et 800 000 personnes et c'est le troisième secteur économique en France après le bâtiment et l'alimentation. Alors, quid de la culture populaire dont vient de nous parler Philippe Escande? Pour beaucoup de gens, la culture populaire, c'est celle qui s'adresse au plus large public, par opposition à la culture avec un grand C, qui est présumée être plus élitiste. La définition est tout à fait confortable, mais elle me paraît de plus en plus discutable. Alors, j'en suis désolé auprès de Madame Grady. Il se trouve que les Américains ont beaucoup écrit sur la notion de culture populaire. Alors, ou bien je n'ai pas compris du tout ce qu'ils disaient, ce qui est normal puisque je suis nul en anglais, ou bien je n'étais pas du tout d'accord avec eux. Donc, moi je trouve ces définitions de la culture populaire qui s'adresse au plus large public, etc.,
elle est de plus en plus inexacte. La Joconde, elle attire plusieurs centaines de milliers de personnes qui se prosternent devant elle en disant « Oh, noble Joconde, oh, noble Joconde ». Est-ce que c'est de la culture avec un petit C, de la culture populaire, ou c'est de la culture avec un grand C? Le tourisme patrimonial, il relève de quoi? De la petite culture ou de la grande culture? Les œuvres qui sont issues de la culture populaire, comme des comédies, des films, des planches originales de bandes dessinées, elles deviennent avec le temps des œuvres d'art et on fait des thèses sur elles. Il y a des inspirations réciproques entre la culture populaire et la culture avec un grand C. La culture populaire se nourrit de mythes et de codes culturels anciens. Et l'art, lui, aujourd'hui, Madame Grady l'a montré, il s'inspire de la culture populaire, pensez tout simplement au pop art. Donc, on ne peut plus dissocier, j'en suis désolé, cher Philippe. Mais il n'y a pas à être désolé, hein. Et avec un français et la culture populaire. Alors, c'est vrai que la culture dite populaire, elle est un puissant lieu de création de richesse. Stephen King, Madame Rowley et Harry Potter, Monsieur George Martin avec Game of Thrones, ce sont des gens qui ont créé de la richesse. Spielberg, Lucas aussi. L'offre légale de musique sur le net, etc. Mais il y a des exemples encore plus forts aujourd'hui. Il y a par exemple le jeu vidéo. Et je tiens à souligner auprès de vous que lancer aujourd'hui un jeu vidéo, ça exige un budget de production et un budget de promotion qui est égal à celui d'un film américain. La bande dessinée, 4000 nouveautés chaque année dans notre pays. Les séries télévisées et Cocorico, pour la première fois l'année dernière, la diffusion des séries télévisées françaises a dépassé en audience celle des séries télévisées américaines. Alors que depuis 30 ans, on était dans cette espèce de situation invraisemblable où la France, pays de création, elle ne pouvait pas le faire. Et puis je terminerai par le Puy du Fou. Merveilleux exemple de culture. Est-ce que c'est la culture populaire devenue culture plus avec un grand C ou l'inverse? Un Puy du Fou qui s'exporte par exemple en Russie et en Grande-Bretagne. Mais on peut peut-être dire, pour réconcilier les deux, que la culture crée de la richesse quand elle devient populaire. Voilà. Ça c'est très joli, vous en tirez bien. Là, ouais. Bon, mais il y a une autre manière de réconcilier tout ça, c'est qu'il y a une évolution majeure, c'est que la culture, elle est aujourd'hui le fruit de l'action d'un grand nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on passe de la culture qui est diffusée auprès du plus grand nombre à la culture qui est produite par le plus grand nombre. L'art dans la rue, c'en est un exemple. Avec les spectacles de rue, il y en a de plus en plus, avec les tags. Avec le numérique, le phénomène s'amplifie. Quand on met une photo sur le net, une photo sans intérêt, c'est pas très culturel. Quand on met une vidéo familiale, c'est pas très culturel, avec un petit C ou avec un grand C. Quand c'est déjà une vidéo construite, ça devient un phénomène culturel. Et puis la TV sociale, ce qu'on appelle la social TV, c'est aussi un très bon exemple de ces interventions du plus grand nombre auprès de la culture. Donc je termine en disant l'Europe territoriale, parce que quelle est la solution dans la période que nous traversons? C'est incontestablement l'Europe. L'Europe territoriale, elle est un géant culturel. Elle a le premier secteur du livre au monde. Elle a 7 des 10 plus grands musées du monde. Elle a 5 des 10 plus grands festivals. Mais elle est beaucoup moins bonne en images et en son. Et je pense que le moment est venu, comme l'avait dit avec regret Jean Monnet, de faire de la culture le moteur de la refondation de la construction européenne. Jean Monnet avait dit, si j'avais su la construction européenne, j'aurais commencé par la culture. Bon, c'est très beau ça, c'est très beau. Merci, merci Michel. Alors, tout ça c'est bien joli, mais pour finalement créer de la richesse, il faut de l'argent au départ. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Alors, je me tourne vers Nicolas Dufour. Vous dirigez BPI France, qui est le bras armé de l'État dans le soutien financier à l'innovation, jusqu'aux des plus gros jusqu'aux étages les plus en proximité dans les régions. Alors, c'est vrai qu'on dit parfois que la finance vit au crochet des créateurs de richesse, mais elle est aussi à la source de la création de richesse. Et finalement, il faut toujours de la finance pour créer de la richesse. Il faut toujours de la finance pour créer de la richesse. Il va en falloir de plus en plus dès lors qu'on décide de
s'insurger contre une réalité qui nous est annoncée par les économistes, à savoir que dans les 10 ans qui viennent, l'Europe ne croîtrait en moyenne que de 1,5% par an et les Américains de 3%. Ce qui veut dire qu'en 10 ans, l'Amérique produirait une Autriche de plus que l'Europe. Et nous, chez BPI France, c'est le genre de choses qui nous insupportent de manière assez cardinale. On voit absolument pas pourquoi on serait rentré dans ce que certains appellent la stagnation séculaire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour croître plus vite ? Il faut en effet financer de la création. Et là, les économistes, vous l'avez bien rappelé, madame, ont parfaitement raison de simplifier la question en disant la création de richesse, c'est du capital humain et du capital immatériel et matériel. Voilà. Capital humain, c'est quand même la base de toutes les bases. Et vous allez voir que BPI France y consacre énormément. Il faut savoir qu'il suffirait que le taux de participation au marché du travail des jeunes soit celui de l'Allemagne, des femmes soit celui de la Suède et des seniors soit celui de la Hongrie. Simplement ça, pour que nous ayons 3% de croissance par an, c'est-à-dire autant que les États-Unis. Voilà. Donc il faut mettre notre capital humain au travail. Il faut le mettre au travail avec des bons jobs, des jobs qui soient motivants, des jobs créateurs eux-mêmes de richesse, de bonheur et de joie, parce qu'une fois que les gens sont bien dans leur peau, ils diffusent, et la richesse, c'est contagieux. C'est d'abord la richesse de la vie quotidienne et de la culture du progrès. Bon. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que peut faire une banque ? D'abord, il faut dire qu'une banque, elle finance ceux qui ont la niaque. Et quand ils ne l'ont pas trop, elle va les chercher et elle leur donne la niaque. C'est pour ça que nous, depuis le début, dans le projet BPI France, très clairement, on a dit qu'on voulait faire de la psychobanque. La psychobanque, ça c'est pas mal alors. Oui, et donc de la psychoéconomie. Vous envoyez des psys dans les campagnes ou... Les psys, c'est nous. Très simplement, chaque année, nous voyons en porte-à-porte à peu près 75 000 entrepreneurs. Et pratiquement à tous, on leur dit on peut faire mieux, on peut faire plus. Ayez confiance en vous, sortez-moi votre projet stratégique, ouvrez le tiroir. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 4 ans que vous n'avez pas fait un plan stratégique. Votre produit est bon, la boîte est bonne. C'est la France quand même. Et puis, votre entreprise, c'est vous qui l'avez créée. À 20 ans, vous aviez une niaque d'enfer, vous en avez 42, vous êtes fatigué. Pourquoi ? On fait ça. Et donc ça s'appelle de la psychoéconomie. Expliquez-moi pourquoi BPI France a doublé la taille de ses encours au total depuis 3 ans. C'est la plus grosse croissance de la Banque européenne aujourd'hui. Vous allez me dire, vous avez pris des risques, ça va finir par se voir. Non, pas du tout. Le coût du risque de BPI France, il est aussi faible que celui de toutes les banques françaises. Aujourd'hui, il est absolument dérisoire. La raison pour laquelle on l'a cru, c'est qu'on a fait médecin de campagne. C'est qu'on est allé voir les entrepreneurs dans leur cuisine et on leur a dit, on repart, on y va, on se relance. C'est de la psychologie que tout part. Alors, c'est une manière de dire aussi, et cette fois-ci je vais le dire en creux, que les entrepreneurs ont aussi raison de dire que le capitalisme est devenu extraordinairement bureaucratique et parfois décourageant. Alors, il y a des préférences collectives, et notamment préférences collectives françaises, qui ne sont pas hyper favorables à l'entrepreneuriat, et qui véhiculent un certain, moins maintenant, beaucoup moins, mais ça a été le cas, manque de considération pour les entrepreneurs. Et ceux qui sont les plus violents, évidemment, ils simplifient. Mais ça m'amuse de répéter leur verbatim. Il y a des ouvrages entiers à écrire sur la base des verbatims des entrepreneurs. Il y en a qui disent, vous savez, on a franchement l'impression parfois que la moitié de la France le matin se lève pour faire chier l'autre. Et bon, c'est vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est une parole d'entrepreneur, oui. Mais c'est quand même un peu vrai, parfois. Voilà. Ouais. Donc, créer de la richesse, ça veut dire aussi lutter contre l'entropie, cet extraordinaire gaspillage de richesse aussi. Vous avez tellement de gens qui voudraient investir vite et qui peuvent pas. Un mot qui est devenu un mot maintenant classique du monde de l'investissement, c'est le mot purger. Rendez-vous compte que pour investir dans l'immobilier, dans quel que soit le projet industriel, il faut d'abord avoir purgé les plaintes, purgé les contentieux. C'est terrible ça. C'est pas spécifique à la France, il faut pas croire. En Allemagne, c'est la même chose. On investit en ce moment en Allemagne, ce qui a été décidé en 2010. Le capitalisme est devenu incroyablement anthropique. Et donc, pour accélérer la création de richesse dans la logique des 3% de croissance annuelle des États-Unis, il faut qu'on arrive à traiter cette affaire-là. Donc la simplification, elle sera au centre de nos efforts. Nous, ça, absolument certainement, on continuera de véhiculer toutes sortes de messages. Bon. Le troisième point, peut-être que j'en termine là, c'est l'innovation, évidemment. Alors pour innover, il faut la financer, donc on la finance énormément. On finance 4000 startups par an, on investit beaucoup d'argent. Chaque année, on est dans une centaine de fonds de capital risque français. On a maintenant un écosystème, j'ai envie de dire, un espèce de biotope français de financement de l'innovation qui est honnêtement au point. On va dire
presque totalement au point. Il manque encore des petits morceaux, il manque le venture loan pour ceux qui savent ce que ça veut dire, mais bon. En revanche, ce qui continue de manquer, c'est la volonté des entrepreneurs de partir à l'attaque des géants. Bon, alors ça, on va voir tout à l'heure dans un deuxième tour, justement, réellement dominer leur marché. Où est-ce qu'effectivement il faut porter l'accent, et quels sont les obstacles et comment on peut essayer de les résoudre. Alors, on va terminer ce tour de table un peu de constat, finalement, où se trouve la création de richesse à partir d'où vous êtes chacun. Donc, Rémi Weber, d'où vous êtes? Vous êtes de la Poste. La Poste, alors la banque postale, plus précisément. Donc, c'est la partie de la Poste qui est finalement, entre guillemets, la plus dynamique, dans le sens où elle n'a pas à affronter la baisse du courrier. Donc vous présidez cette société qui est la banque de la proximité par excellence, puisque effectivement vous êtes présent dans tous les bureaux de poste de France. Alors, vous, votre spécialité et votre avantage comparatif, c'est évidemment la proximité. Est-ce que c'est un facteur de création de richesse en soi, d'être très proche? Est-ce que vous aussi, vous avez vos psychos, c'était comment vous disiez, vos psycho-économistes, psycho-financiers, psycho-investisseurs, psycho-banquiers? La Banque Postale a 10 ans d'existence cette année. Donc au fond, je préside une start-up d'un peu plus de 70 000 personnes. 10 ans. Oui, voilà. Un peu alourdi par un réseau de distribution assez conséquent. Donc nous sommes qui n'a pas eu trop de problèmes pour ces tours de table. Je voudrais dire pour ma part que nous sommes le banquier de tous, déprimés ou pas, actifs ou pas, nous sommes au service de l'ensemble de nos citoyens comme banquiers. Donc nous avons comme vocation de nous développer par l'intermédiaire de notre réseau de distribution que sont les bureaux de poste, effectivement. Ce qui fait que la proximité, ça nous connaît sur le marché du particulier, ça c'est la tradition des services financiers de la Poste, et vous avez raison. Mais nous avons développé de nouveaux métiers sur le marché des professionnels, des entreprises, des patrimoniaux, et appuyé sur cette logique de proximité. Il y a 3 ans, nous n'étions absolument pas banquiers des collectivités locales. Nous sommes aujourd'hui le premier financeur des crédits à moyen long terme des collectivités locales. En 2013, nous n'avions pas le droit de faire de crédit aux entreprises. Nous l'avons eu début 2013. Depuis 2013, où nous étions 40 pour faire du crédit à entreprise, nous sommes maintenant 1200. Donc il y a une vraie dimension de start-up et d'innovation. Alors vous avez à la fois à gérer l'agilité d'un côté et une certaine lourdeur de l'autre du système plus institutionnel. Cette proximité, évidemment, pour nous, c'est une création de richesse permanente et aussi, sur l'ensemble du territoire, de maintien de possibilités de richesse, à la fois par la banque et plus largement par le groupe La Poste avec ses 265 000 collaborateurs. Donc, il y a à la fois création de richesse et maintenir dans tous les lieux la capacité de continuer à y avoir de la création de richesse ou du maintien de richesse. Donc, c'est un élément très important. Au-delà de cette proximité immédiate, il est évident qu'elle ne suffit plus. Avec la révolution numérique que nous connaissons, l'innovation technologique est très très importante et on ne peut plus aujourd'hui dire que la proximité, c'est-à-dire le nombre la distance moyenne du client par rapport à un bureau de poste, est une seule force unique. Il faut que nous soyons au rendez-vous d'une différenciation beaucoup plus importante qui se traduit finalement de repenser au-delà de la proximité les échelles de l'action. Et c'est le sens de ce que nous faisons. Ce qui est source de valeur, c'est finalement au niveau le plus pertinent de définir les fonctions d'action, de décision, de vente et d'échange. Nous avons donc, sur l'ensemble de nos forces commerciales, nous avons mis en place un dispositif entièrement omnicanal, donc une innovation technologique majeure, qui fait que dans chaque endroit de la proximité physique, vous avez un conseiller qui a la même capacité d'action que celui qui est à l'autre bout d'un centre financier de notre banque et qui peut donc travailler en fonction des volontés de canaux du client, en fonction de ses volontés d'usage, avec un degré d'expertise que le numérique lui apporte, là où il ne l'a pas aujourd'hui forcément, dans la grande étendue de notre présence physique au plan global. C'est donc quelque chose de très important pour nous que cette proximité omnicanale, et elle est également l'occasion, au-delà de cette innovation technologique, l'occasion d'une innovation sociale complète.
Au fond, aujourd'hui, dans un grand groupe comme le nôtre, il y a quelque chose qui est clé, c'est la subsidiarité. C'est absolument clé. C'est impossible de fonctionner si on n'est pas l'intelligence au plus près du client. Là, il y a énormément de pertes en ligne de création de richesse. Et le fait de faire ce travail, et nous le faisons en profondeur, puisque nous avons, juste pour l'illustrer, mis dans un management unique que nous avons fait en 2 ans, nous avons mis l'ensemble des managers à l'école de la banque, c'est-à-dire plus de 6000 managers, en plus de tous les commerciaux, donc c'est absolument considérable, pour qu'ils deviennent des décideurs bancaires, postiers aujourd'hui, décideurs bancaires de demain, au plus près du client, parce qu'on a l'intelligence et la légitimité, elle est au plus près du client. Donc au total, pour nous, c'est un élément totalement décisif, et pour nous, ça nous donne un certain nombre de rendez-vous. Bon, alors... Et ces rendez-vous, et j'en termine là-dessus, oui. C'est la valeur, elle se passe où? Le pouvoir où est-il distribué? Quelles entités, à quel niveau faut-il mettre en avant? La réponse, c'est, au fond, moins de centralisation, plus d'expérimentation, moins de benchmark aveugles, plus de connaissances contextualisées. La proximité, si elle n'est pas précipitée dans un concentré qui est à la fois centralisé et standardisé, elle produira encore beaucoup de richesses. Avec, pour principale richesse, la ressource humaine, parce que pour nous, la vraie proximité, c'est la relation humaine. Quand le numérique sera dépassé, parce qu'au fond, ce n'est qu'un moyen, qu'on choisira, il va y avoir un tri dans le numérique, dans les outils, on va le prendre, pas le prendre, etc. Que restera-t-il? Et tout pour toujours, et ça a toujours été le cas, eh bien la richesse humaine. D'accord. Alors ça, on a bien compris le message du postier Weber. Merci. Voilà. Pour, très fier de l'être. Voilà. On va refaire un tour de table maintenant qu'on a entendu tout le monde et vu à peu près d'où chacun parlait sur aujourd'hui, avec une question simple, la même pour vous tous finalement. Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles au développement de votre activité et donc à la création de richesse? Qu'est-ce qu'on pourrait faire et pour abattre ces obstacles à l'avenir. Alors peut-être donc Christian Camaillou, vous pourriez nous dire à votre niveau qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille plus vite, plus loin, plus fort. Oui, plus vite, c'est vrai. Lorsqu'on crée une start-up, on a un enjeu qui est important, c'est d'aller vite. Le temps est compté, il faut exécuter rapidement. Et un des principaux obstacles, par exemple, c'est les collaborations qu'on peut avoir avec des grands groupes. Par exemple, dans mon cas, ma société collabore avec des banques. Mais lorsque on entre en relation, par exemple, avec une banque pour mettre en œuvre un partenariat, le circuit donc de décision est excessivement long. Par exemple, vous allez rencontrer une direction marketing pour présenter votre projet. Ensuite, vous allez rencontrer plusieurs directions et entre le moment où vous allez entrer en relation avec une banque et le moment où vous allez signer un partenariat, un an. Donc il peut se passer 1 an. Ah, 1 an. Oui, c'est un peu long. Un an, oui. C'est excessivement long. C'est pas le conseiller multicanal. C'est excessivement long. Et donc les startups, de manière générale, dans leur collaboration avec les grands groupes, veulent que ça aille plus vite. Et une solution serait, par exemple, dans les grands groupes, d'avoir des départements qui soient donc dédiés à la collaboration avec les startups pour que les processus de mise en œuvre des projets aillent beaucoup plus rapidement. Et alors en Afrique, qu'est-ce qui manque? L'argent. Bon, ça au moins c'est clair. Donc c'est très clair. En effet, lorsque quelqu'un crée sa start-up en Afrique, un des obstacles évidents, c'est le financement de l'amorçage de son activité. En France, il y a des business angels, des personnes physiques qui investissent dans des gens qui sont déjà enrichis avant et qui remettent. Exactement. Voilà. Et vous avez des fonds d'investissement en capital risque qui investissent au démarrage de l'activité. Mais lorsque vous êtes sur le continent africain, donc je pense qu'il y a un gros chantier à ce niveau-là. Et pour l'instant, les capitaux risqueurs américains ou européens, ils se précipitent pas sur l'Afrique pour prêter de l'argent. Mais je fais le pari que c'est ce qui va se passer dans les années à venir. L'Afrique, c'est le continent où il y a la plus forte croissance. On fait tous ce pari. Antoine Frérot, alors vous, quand on est représentant du big business, les obstacles pour la création de richesse, c'est quoi?
Il y en a plusieurs pour les grandes entreprises, des obstacles. Bon, le plus connu, c'est sans doute celui que mon voisin vient d'évoquer, c'est la culture propre d'une grande entreprise, suite de son histoire, souvent longue, donc une culture forte. Oui. Et une culture forte, c'est peu disposé souvent à tolérer des excroissances vraiment différentes en son sein. Et c'est ces excroissances vraiment différentes qui créent l'innovation de rupture. C'est pour ça que les grandes entreprises sont sans doute plus à même de générer de l'innovation au plus près de leur business classique, donc de l'innovation incrémentale. Mais il y en a d'autres, et c'est sur ces deux autres au moins que je voudrais insister, des obstacles. Tout d'abord, le fait que les grandes entreprises sont de plus en plus corsetées dans des process et dans des contrôles. Mhm. Et puis le deuxième, c'est qu'elles sont de plus en plus poussées ou tenues par des exigences de court terme. Je vais commencer par la première. Il est un fait que les process et les contrôles s'accroissent sans cesse sur les grandes organisations. On le doit bien évidemment à la vaste confrérie de ce que j'appelle les inspecteurs des travaux finis. Vous savez, cet important business des redresseurs et contrôleurs de tort qui font florès. Y compris à l'intérieur des entreprises, d'ailleurs. Souvent à l'extérieur, mais y compris à l'intérieur. Ils font florès, qui vivent sur le dos de ces producteurs de recherche que sont les grandes entreprises, qui n'en assument aucune responsabilité, qui ne prennent pas de risques. Les vérificateurs, les auditeurs, les notateurs, les délateurs de tout poil, qui ont tôt fait de dénoncer toute prise de risque comme un abus de bien social. Et ceci s'accroît très régulièrement et significativement, et je pense que si on n'y prend pas garde, nous allons, je dirais, stériliser toute tentative de prise d'initiative. La deuxième chose, c'est l'exigence de court terme qu'imposent certaines des parties prenantes de l'entreprise à celle-ci, notamment lorsqu'ils sont en position de force. Et ces exigences de court terme l'empêchent de prendre des décisions qui ne peuvent porter leurs fruits que sur le moyen ou le long terme. Comment faire pour au moins libérer partiellement les entreprises de ces exigences de court terme? Une des voies qui me semble, moi, la plus prometteuse, c'est celle d'un meilleur équilibre dans la participation de toutes les principales parties prenantes de l'entreprise à la validation de sa stratégie et à la définition de ses objectifs. Alors, ce que vous appelez partie prenante, rappelons que c'est le client. Elles sont multiples. Il y a les principales connues, les clients, les salariés, les actionnaires, les salariés, mais vous avez aussi les prêteurs, les fournisseurs, les territoires dans lesquels l'entreprise agit, les générations futures. Et puis vous avez toutes les associations, les ONG qui ça va pas voir avec le business des entreprises. Pour Veolia, par exemple, les ONG de protection de l'environnement. Mais vous voulez consulter tout le monde, ça va pas faire un peu bureaucratique tout ça? Je pense que aujourd'hui, en gros, depuis une trentaine d'années maintenant, une des parties prenantes, les actionnaires, ont quand même la position de force. Voilà, donc c'est surtout ça. Et essayent de tirer une part des fruits de l'entreprise, sans doute excessif par rapport à ce qu'ils leur apportent. Et vous vous dites qu'ils sont trop court terme, ces gens-là? Oui, mais je pense que c'est en train de changer et qu'une nouvelle partie prenante commence à récolter également la position de force, les clients. Et les clients sont tout aussi de court terme que les actionnaires. Ils veulent tout de suite pour eux, au détriment des autres. Il y a 30 ans, je pense que les syndicats de salariés ont également exagéré avec leur position de force. Si on continue comme ça, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, des parties prenantes viennent, parce qu'elles sont en position de force, exiger de l'entreprise une plus grande part des intérêts, du gâteau, des fruits du gâteau, eh bien on écartèle cette entreprise qui ne peut exister que parce que toutes ces parties prenantes trouvent intérêt à y collaborer. Et je pense qu'un meilleur équilibre dans la définition des objectifs de l'entreprise, le fait que ces parties prenantes puissent s'écouter et comprendre les intérêts des uns et des autres, et donc trouver consensus, participera d'une meilleure harmonie pour définir ce qu'elle doit faire et à quel rythme elle doit le faire. C'est, me semble-t-il, la seule manière d'éviter cette dictature du court terme qui, elle aussi, s'accélère. Alors, merci. Philippe,
Tu voulais rajouter très vite alors. Oui, je voulais intervenir sur les grandes entreprises. On a absolument besoin des grandes entreprises, je veux pas, surtout. C'est vrai que je voulais rebondir sur quelque chose qui était dit précédemment. C'est vrai que d'abord il y a des grandes entreprises qui génèrent de grandes innovations et donc on a des exemples évidemment en France très connus. Mais c'est vrai qu'aussi il y a des cas où les grandes innovations n'ont pas été générées dans les grandes entreprises. Par exemple, il y a l'exemple bien connu de l'avion à réaction. C'était pas le producteur d'avions à hélice qui a trouvé l'avion à réaction. Ça a été fait ailleurs. C'était pas, il y avait McDonnell Douglas, mais c'est pas McDonnell Douglas qui a inventé l'avion à réaction. Et Google et Facebook et plein de choses, de grandes innovations qui ont été faites et ça n'a pas été fait dans des grandes entreprises. Ça peut être acheté. C'est le principe de la rupture, ça. Donc, si tu veux, c'est important qu'il y ait c'est important qu'on permette la création de start-up, la croissance des entreprises, c'est très important. Mais cette croissance des entreprises doit se faire par l'innovation. Elle ne doit pas se faire, tu vois, par la sélection de ceux qui innovent mieux. Elle ne doit pas se faire par une réduction de la concurrence. Tu vois, je crois que c'est très important. C'est le risque. Que ce soit une bonne croissance des entreprises. Et c'est important le turnover. Si tu as des pays, par exemple, tu te regardes les 500 plus riches aujourd'hui par rapport aux 500 plus riches avant, eh bien, si tu veux, tu as des pays où il y a beaucoup plus de turnover que chez nous. C'est-à-dire, turnover, ça veut dire est-ce que c'est les mêmes qu'avant ou pas. Et une économie très dynamique, c'est que tu vois, par exemple, l'homme le plus riche en Suède maintenant, c'est le type qui a financé Skype. Il n'existait pas il y a 20 ans, ce monsieur. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très important qu'il y ait cette mobilité. La destruction créatrice et le. Voilà, on voit bien avec le geste, oui, c'est la mobilité. Voilà. Il faut de la mobilité. Voilà, comme moi je suis mobile. Voilà, voilà c'est ça. Oui, alors, juste un mot, hein. Mais allez Antoine. Bien sûr, il n'est pas question d'opposer grandes entreprises et start-up. Les deux sont nécessaires et les deux d'ailleurs s'épaulent. Mais je reviens sur ce que M. Aguillon vient d'évoquer et je pense qu'il faisait référence à ce que je disais quelques minutes plus tôt, ma crainte de la dictature du client. M. Aguillon, si les clients sont trop exigeants, ils vont saigner les entreprises. Et lorsque la concurrence est totale, eh bien, on fragilise ces entreprises. Je prends l'exemple, pas dans mon domaine, de la téléphonie mobile. Il y a plus de 100 opérateurs de téléphonie mobile en Europe, pour 500 millions d'habitants. Il y en a 3 en Chine, pour 400 millions de clients, dont une seule est autorisée à travailler hors de Chine. Bon. Les 2 autres étant là pour créer l'émulation. Chaque fois que 2 opérateurs européens veulent fusionner, l'antitrust les empêche. Oui. À ce rythme-là, dans 10 ans, le téléphone mobile partout en Europe sera exploité par les Chinois. Et la concurrence, c'est bien. L'excès de concurrence, c'est mal. Bon, alors... Parce que ça ne permet pas aux entreprises de se construire et de vivre. Alors, on ne fait pas un débat sur la concurrence. Je vous dirais que le marché pertinent des télécoms, il est dans chaque pays. Dans chaque pays, il y a 3 opérateurs. Donc ça, bon, mais enfin, on en reparlera. Catherine Grady, elle voulait nous raconter une belle histoire qui est arrivée à son université, justement, à propos du musée. Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire qui montre finalement l'importance du facteur culturel. Yes, and I'd really like to talk about the dichotomy between big C cultural wealth, at least I think it's big C cultural wealth, and cold cash. Maybe in Europe it's not such an issue, but I think a reminder is important. Museums exist on a shoestring, but with an enormous amount of cultural capital. This cultural capital often has high economic value, meaning the amount of money that individuals are willing to pay for these assets is huge. Other physical, human, or natural capital can be purchased with this money. I'd like to demonstrate this dilemma with a story about the Rose Art Museum. It's the art museum at my university, Brandeis. Shortly after the founding of Brandeis in 1948, Sam Hunter, the first director of the museum, was given $50,000 by Leon and Harriet Mnuchin in order to build a collection. He purchased 21 works of contemporary art, with no one work costing more than $5,000. He chose well. He purchased works by Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, a pop artist, but a very good one, Andy Warhol, Klaus Oldenburg, Jim Dine, Ellsworth Kelly, and Morris Lewis, among other very well-known contemporary artists. Gifts of work by Robert Motherwell, William de Kooning, and other artists rounded out the collection. We even had donors give works by Pablo Picasso, Paul Cézanne, and George Braque. The collection at the Rose is extraordinary for the size of the museum
and it plays a very crucial role in the culture and values of Brandeis University. However, the Rose also possesses huge economic value, unfortunately recognized by the then president of the university, Yehuda Reinhartz, immediately after the financial crisis in 2008. Reinhartz decided that works from the Rose should be sold in order to show up the finances of the university. After consulting with lawyers, he concluded that, because of various restrictions, the only way to sell the works was to shut the museum. I was there when he announced this at a university faculty meeting, to the horror of almost all of the faculty. Fortunately, because of legal restrictions on the donations and the media ruckus, his plan did not come to pass. Reinhartz left the university the following year, and the Rose has become stronger than ever. There is a side note to this unfortunate part of the university history. During 2009, the faculty involuntarily gave up contributions to our retirement plan in order to help the university finances. As we found out several years later, Reinhartz received one of the highest compensation packages among university presidents that year, partly due to a generous retirement package, partly because he was forced to leave. The president was asking us to close our museum, while at the same point receiving compensation that was out of the order of other universities. This period has left an indelible mark on me. As an economist, I understand that cultural wealth has monetary value, and the immediate temptation may be very great to turn this cultural wealth into cash. Indeed, my research is on art auctions, and I fully understand the marketability of art. Yet what seemed like a crisis at the time passed, with no greater effect to the university than a damaged reputation because of the proposed sale and the slightly diminished retirement counts of the faculty. If the Rose Art Museum had been closed and the work sold, the damage to society and the university would have been irreparable. The Rose Art Museum, with its intact collection, represents enormous cultural wealth. The modern art collectively displayed and stored by the museum expresses the collective attitudes of our society from the period, which has formed the collective attitudes and values of our society today, and thus provides cultural value. The mere existence of these items as a collection provides a public good, and the consumption experience of those who visit them, whether paid or unpaid, provides private utility. Finally, an intact Rose Art Museum is an important source of cultural capital, a necessity to create future cultural wealth. If the University Art Museum had been closed, Brandeis would have been irreparably damaged economically, as the future fundraising ability would be just about zero, as the university had not protected past bequests. But more importantly, the university would put itself in the role of a consumer of cultural capital, rather than its natural role as a producer of cultural wealth. So I think my answer to the greatest challenge is simply to beware of this temptation. Maybe the temptation is less in Europe, but it's probably still here. Merci Catherine pour ce message sur finalement la création de richesse au-delà de l'argent et au-delà de l'argent immédiat. Alors Michel Boyon, on avait parlé tout à l'heure vous avez parlé de l'industrie du loisir comme une industrie considérable. Quels sont aujourd'hui les obstacles à son développement et donc à sa création de richesse? Alors je suis permis de demander l'autorisation à Philippe Escande de me concentrer sur le secteur de l'audiovisuel. Il a accepté. Pourquoi ? Parce que c'est un de ceux que je connais le mieux, et puis parce que c'est celui qui me préoccupe quand même beaucoup aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure, l'Europe territoriale, l'Europe géographique est un géant culturel. La France a été un géant audiovisuel, elle ne l'est plus. Nos entreprises ne sont pas des naines, n'exagérons pas, même s'il m'est arrivé de le dire, mais elles sont de dimension modeste. Et l'audiovisuel français vit dans un état de sous-financement chronique. Et il perd des places dans la création de richesses. Alors que pouvons-nous faire pour répondre aux instructions de notre modérateur ? Premièrement, il faut garantir la pérennité d'un service public fort. Tout le monde en est d'accord, mais il faut le faire. Et dans cette salle, vous êtes tous d'accord avec ce que je viens de dire. Deuxièmement, il faut éliminer la moitié des règles et des contraintes. La surréglementation ne profite pas aux petits, contrairement à ce que les petits croient.
Oui, elle est en général inventée par les gros d'ailleurs. Elle écarte les nouveaux surtout. Reprenez l'exemple du dessin animé. Il n'y a pas de règles protectrices, il n'y avait pas de règles protectrices pour le dessin animé, à la différence de la fiction. Eh bien, les entreprises françaises de dessin animé, elles ont été obligées de s'adapter. Ça a été douloureux, très douloureux pendant 4 à 5 ans. Et puis elles ont remonté la pente, et maintenant elles exportent beaucoup. Parce qu'elles ont été confrontées à une situation concurrentielle à laquelle elles ne pouvaient pas échapper. Quand j'étais au CSA, j'avais donné à mes camarades 2 préceptes. Premier précepte, ne considérez pas les entreprises audiovisuelles comme des usagers ou comme des administrés, considérez-les comme des partenaires. Je crois que nous l'avons à peu près fait. Je leur ai d'autre part rappelé la fameuse phrase du président Georges Pompidou, « Cessez d'emmerder les gens ». Il disait ça à quelqu'un qui venait avec un bout de texte encore qui devait comporter des contraintes pour déplaire à notre ami Antoine. Là, je dois dire que le résultat n'a pas été glorieux. Le CSA a fait un tout petit peu dans ce domaine, mais les contraintes, elles sont imposées par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par le gouvernement, dans des décrets, par le Parlement parfois dans des lois, et on ne peut pas tout, et puis parfois même par d'autres dispositifs sur lesquels le CSA ne pouvait rien faire. Il y a des choses absurdes. On souffre chacune et chacun de la chronologie des médias qui fait qu'il faut attendre un temps fou pour voir un film sur une chaîne de télévision gratuite. Quel sens ça a aujourd'hui avec Internet qui nous permet d'accéder très facilement à des films qui sont sortis la veille ou même parfois qui ne sont pas encore sortis en salle. Et puis je ne vous parle même pas des temps de parole des personnalités politiques. J'ai toujours trouvé que la réglementation qu'on a essayé d'assouplir quand j'étais au CSA, mais liée à la loi, malheureusement, et puis il y a le Conseil constitutionnel. Et alors celui-là, il est vraiment buté sur un certain nombre de choses. Eh bien, on n'a pas réussi à faire évoluer, et je trouve que c'est une insulte qui est faite aux journalistes et aux rédactions, parce qu'ils sont parfaitement capables de gérer cela. Troisièmement, il faut poursuivre le mouvement de concentration. Je sais que je ne me fais pas beaucoup d'amis en disant cela, mais il faut que la concentration des chaînes se poursuive, il faut que la concentration entre le monde de la diffusion et le monde de la production se poursuive. Quatrièmement, il faut rapprocher la régulation des télécoms et la régulation de l'audiovisuel. Il est complètement absurde qu'en 2016, la France continue d'avoir 2 régulations différentes avec 2 autorités de régulation différentes. Il y a des tas de pays de notre niveau qui ont fusionné ces 2 régulations et ni leur télécom ni leur audiovisuel ne s'en portent plus mal. C'est tout un programme. La création de richesse, comme ça a été dit, ça passe par la créativité des professionnels. On sait que l'innovation numérique est essentielle à la création et culturelle. Il n'y a pas une école de scénaristes en France. Est-ce que c'est normal? Quand on voit que quand on fait une fiction aux États-Unis, il y a une batterie de scénaristes, même pour un téléfilm de 52 minutes. En France, non, il n'y a même pas une école de scénaristes. Enfin, dernière chose, il faut que toute personne française et surtout étrangère qui diffuse des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques participe au financement de la création. Et là, il y a une asymétrie terrible avec ces groupes étrangers qui ne sont soumis à rien parce qu'ils émettent depuis l'étranger, ils ont leur siège en Irlande ou ailleurs, et ça, c'est une asymétrie qui devient inacceptable. Le secteur audiovisuel, c'est un secteur économique comme les autres. Alors bien sûr, il est un peu plus aidé que les autres, ça c'est vrai, mais heureusement, ça correspond à un objectif d'intérêt général. Mais il est confronté aux mêmes situations que les autres secteurs, et ça, malheureusement, nos pouvoirs publics, de gauche, de droite, de centre, du milieu, d'ailleurs, l'ont trop systématiquement oublié. Bon, alors, ils ont oublié ça, mais pas d'autre chose. Donc, Nicolas Dufour, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait pour que votre bonheur soit intégral avec vos psycho-financiers La confiance en soi. Il y a encore un gros problème de confiance en soi. Hein. Donc vous avez... Ça va mieux. Votre psychanalyse de masse est en train de donner. Ça, pas seulement nous, mais ça va mieux. D'ailleurs, la croissance revient et c'est pas plus mal. Mais vous avez quand même encore énormément d'entrepreneurs qui se disent que voilà, j'ai monté une boîte qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est bien.
Et ils n'ont pas confiance en eux-mêmes pour bâtir des géants mondiaux. Manque d'ambition. Énormément. J'ai pas envie de dire manque d'ambition parce que c'est un peu paternaliste et c'est pas tellement le sujet, c'est qu'ils se pensent pas capables de le faire. Ouais. Alors qu'ils le sont. Alors qu'ils le sont. Et donc notre rôle à nous, c'est d'aller les voir en leur disant, mais on va le faire ensemble. De quoi avez-vous peur? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Votre homologue américain, il a juste pas peur, il a décidé de dominer le monde. Pourquoi est-ce que parce qu'on est français, c'est-à-dire maintenant dans une espèce de gros Israël ou de grande Suisse, on aurait peur de partir à la conquête du monde? Eh ben non. Donc ça... N'ayez pas peur. On travaille très profond dans les identités quand on travaille à ce niveau-là, mais on pense que c'est le rôle, c'est pas seulement le rôle de la Banque publique d'investissement de faire ça. Moi, je pense que c'est le rôle de tous les leaders de l'économie française de faire ça. Je sais que tu le fais également. On doit tous donner de la considération à ceux qui prennent des risques, beaucoup de considération, ils en ont beaucoup besoin, et leur dire que leur devoir, c'est pas de faire des petites boîtes. Autrement dit, quand Fred Mazella vous dit « moi je fais Blablacar parce que je veux devenir leader mondial », il ne faut pas trouver ça arrogant. Il faut trouver ça normal. En revanche, quand ces homologues d'autres micro-secteurs du digital disent « j'ai absolument aucune chance, je vends », et puis d'ailleurs je suis content parce que voilà, bon, je mets 10 millions de côté, ça, il faut trouver ça normal. Alors vous disiez que aujourd'hui c'est finalement très facile de trouver de l'argent quand on est une entreprise. En revanche, peut-être il en manque au moment de la création, c'est-à-dire quand on ne gagne pas encore d'argent. Ouais, ça dépend des secteurs. Dans le secteur de la tech, aujourd'hui, il y a de l'argent à tous les niveaux. Il y a même en capital risque, comme on dit, c'est-à-dire pour vraiment ceux qui ont juste une idée. Énormément d'argent en capital risque et mon ami Xavier Niel, qui est actionnaire de chez toi, dit toujours, et il a raison, que celui qui dit aujourd'hui ne pas trouver de fonds propres en capital risque, c'est que son problème en France est pas bon. Ouais. On a mis tellement d'argent au travail, il y a à peu près 7 milliards d'euros aujourd'hui de ce qu'on appelle la poudre sèche, c'est-à-dire du capital qui est dans les fonds d'investissement, prêt à être investi par une profession qui représente à peu près, on va dire, 700 professionnels en France. Donc on a l'écosystème de capital risque le plus profond d'Europe continentale de très très loin. Voilà. Donc l'argent en equity, il est là. Il manque encore un peu d'argent dans les seuils extrêmement liminaires qui sont ceux des business angels, parce que la fiscalité n'est pas assez favorable. Mais dès qu'on passe au capital amorçage, il y a tout ce qu'il faut. En subvention, il y a quand même beaucoup d'argent, même s'il y en a moins qu'en Scandinavie. Et en crédit, on fait maintenant beaucoup de crédits à des entreprises qui ne gagnent pas d'argent, des entreprises qui sont en résultat opérationnel négatif. Avant, c'était juste inexistant. Maintenant, ça vient. Voilà. Donc non, je ne pense pas que le problème soit aujourd'hui un problème financier sur la tech. En revanche, sur les secteurs matures, quelqu'un qui crée sa boîte dans l'agroalimentaire, dans quelque chose qui n'est pas immédiatement considéré comme qui rentre pas dans les cases de l'innovation. Bon, ça c'est plus dur. Ouais. Ça c'est plus dur. Donc il faut qu'il ait des fonds propres dès le début. Et il y a relativement peu de fonds de capital investissement qui vont mettre des fonds propres auprès de quelqu'un qui veut devenir le géant de la coiffure. Ouais. Il doit commencer avec ses petits doigts, quoi. Et bon, il se trouve qu'en général, on va sur des secteurs qui très rapidement gagnent de l'argent. Donc au bout de 2-3 ans, on vous fait du crédit et vous avez accès aux fonds propres. Mais les 2 premières années des secteurs, on va dire, classiques, c'est plus difficile. Donc ça pose de problèmes, j'en termine là, mais j'ai envie de le dire, c'est majeur, c'est absolument majeur pour la réponse à votre question sur la création de richesse, des TPE. Parce que la France, c'est quoi? L'économie française, c'est des grandes entreprises, parfait. Des ETI, des PME, ça va aller. Modulo ce que j'ai dit sur l'ambition, et qui pose tout le problème du management, du conseil qu'on peut leur donner, de l'accompagnement, du coaching, etc. Et puis en dessous, vous avez 1,5 million de TPE. Et j'ai envie de vous dire, la moitié de l'énergie française, elle est là-dedans. Et aujourd'hui, elle est totalement gaspillée. C'est un drame national. On n'en parle pas. Ces gens-là, qui sont... Il ne faut pas croire que ce sont des espèces de vieux artisans. C'est pas ça du tout. C'est la jeunesse française qui a décidé de ne pas rentrer dans des boîtes, qui est un peu bordélique sur les bords dans son organisation, très libertaire, un peu contre-culturel, bourré d'idées. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont posé le sac. Or, c'est eux qui vont recruter. Le chômage français, on le traitera par ces gens-là. Donc il faut financer les TPE françaises. Bon, il y a de l'argent, mais il ne descend pas jusqu'aux individus. Le TPE, finance bien les start-upers. Je simplifie, excusez-moi. On finance bien les start-upers des beaux quartiers. Ouais. On ne finance pas bien les TPE des territoires. D'accord. Rémi Weber, vous qui êtes dans les territoires, vous confirmez ça? Pas tout à fait.
Je pense que quand on regarde l'évolution aujourd'hui des banques très très liquides dans une période de taux négatifs, elles vont toutes au maximum aller chercher à mettre du crédit sur les entreprises et notamment les moyennes et petites, là où elles allaient toujours très naturellement, de plus en plus par le marché, sur les très grandes. Or, dans notre système français, le financement des entreprises petites, toutes petites et moyennes se fait encore largement par le crédit bancaire. Ouais. Et le crédit bancaire ça, c'est vous. Diffusé par les banques françaises. Les banques françaises sont les banques qui octroient le plus de crédits en ce moment en Europe, avec une croissance des crédits de 4%. Ce qui ne veut pas dire que ça va aller partout dans l'ensemble des dossiers quand ils sont au plus près du terrain. Mais je pense quand même qu'il y a eu un mouvement assez significatif et que la croissance, nous sommes repartis dans une dynamique positive, même sur les TPE, en termes de crédit. Donc, je crois qu'il y a eu une période où ça a été plus difficile. En ce moment, il y a besoin de placer de l'argent autrement que de le laisser juste dormir puisqu'il coûte. C'est un moteur qui n'est quand même pas négligeable, même s'il conduit notre profession, et c'est un de nos grands obstacles, conduit notre profession finalement à une difficulté de rentabilité par rapport à cette nouvelle donne. Ce qui impliquera forcément, dans la banque de détail, des ajustements de réduction de coûts très 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 significatifs, et ça vaudra pour l'ensemble des banques, et ça va aller s'accélérant. Et la proximité dont je parlais en des termes très élogieux, je pense, tout à l'heure, créateur de richesse, la proximité ne sera plus la même demain si nous restons durablement dans une période de taux très bas. Dans les autres obstacles que je vois pour ma part, au-delà même de tous les éléments qu'on connaît dans les grands groupes de bureaucratie, de conformité extrême, enfin tout ce qu'Antoine a dit et que je partage complètement, je ne vais pas le redire, nous avons, nous, banques, quelque chose qui vient en plus, c'est l'excès de régulation, l'excès de réglementation, l'excès de supervision de la part de notre grand superviseur, désormais à Francfort. Et ceci est un grave handicap, puisqu'au fond, on a l'impression qu'on nous demande progressivement de sortir le risque de notre bilan. Dès que tu prends du risque, il faut que tu le titrises. C'est la nouvelle règle. On n'y arrive pas, mais c'est ce qu'on souhaite faire. Et au fond, cette idée est quand même absurde, parce qu'une banque de détail, comme celle que je dirige, qu'est-ce qu'elle peut? Elle a besoin d'être contrôlée comme un hedge fund qui lui-même ne l'est pas. De la même façon. Pour quelle raison? En banque de détail, on n'est pas dans... Pardon? Nous avons les dépôts. Bien sûr qu'il faut nous réguler, bien sûr qu'il faut nous contrôler. Mais l'excès de contrôle, l'excès de régulation, l'excès de fonds propres mis sur tout, qui empêche la rentabilité des opérations, finira par faire sortir un certain nombre d'activités qui sont les plus utiles pour nos citoyens, du bilan d'un certain nombre de banques. Donc ça, c'est un énorme obstacle, et je pense qu'on ne l'intègre pas encore assez aujourd'hui, mais il va l'être de plus en plus. Il faut de la régulation, je n'ai pas dit qu'il n'en fallait pas. Il y a eu des excès du système financier en 2008, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'il y a de la régulation, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous arrivons les banques françaises ont augmenté de plus de 2 fois leurs fonds propres. Nous arrivons à des niveaux aujourd'hui de fonds propres à mettre chaque fois que quelque chose est en mouvement ou je ne sais, on remet des fonds propres. À chaque fois on remet des fonds propres, à la fin les investisseurs ne les mettront plus dans l'industrie bancaire, et je rappelle qu'elle compte encore pour plus de 65% dans le financement de l'économie réelle, et sans les banques, ça serait quand même plus compliqué. Alors on a compris le message, moins de régulation. Alors la question de l'étudiant, oui, tout à fait, Clément est là au premier rang, il attend sagement, et il va poser sa question très intéressante. Quelle est la question, Clément? Bonjour. Ma question, en fait, portait sur la nature de la richesse créée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec cette course à l'innovation pour automatiser et robotiser, on va se priver d'une autre forme de richesse qui est donc le capital humain dont vous avez presque tous parlé? Il y a eu la réponse côté bancaire, j'aimerais bien voir celle côté entreprise. Et si on a le temps, un parallèle avec l'Afrique, où le capital humain a peut-être une part encore plus grande dans l'innovation. Bon, alors ça va être bon, on va essayer, il nous reste à peu près 5 minutes, on va peut-être prendre un petit peu plus, on va déborder un peu parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Alors, qui veut commencer à répondre sur cette question, la problématique? Antoine Frérot a l'air intéressé par la réponse, évidemment, innovation, robotisation, mais capital humain, est-ce que l'innovation, puis peut-être Philippe aussi, il aura quelque chose à dire sur le capital humain. Antoine d'abord, et puis après... Je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure en disant
une grande entreprise transcende les générations et pour être devenue grande, il a fallu que ceux qui y ont travaillé précédemment acceptent d'y laisser, pas pour eux, mais pour les autres qui vont venir derrière eux, le fruit d'une partie de leur travail. Et cette solidarité dans le temps, entre les générations, me semble être une belle forme de pari sur l'humain et notamment sur ceux qui nous suivent, les enfants, les petits-enfants et ainsi de suite. Et bien évidemment, d'entreprise, il n'y a d'entreprise que de travail, donc de personnes qui travaillent. Les grandes entreprises, par cette forme de chaîne où chaque génération hérite et normalement doit avoir ambition de transmettre plus fort et plus grand que ce qu'il a hérité, cette solidarité dans le temps des êtres humains me paraît être une caractéristique des grandes entreprises. Bon, alors, tout à l'heure, quand Nicolas disait leur objet aux entrepreneurs, c'est de grandir et de transmettre et non pas de vendre pour manger ce qu'ils ont produit, il disait la même chose. Oui, alors, Philippe, oui, surtout la problématique, robotisation, innovation. Ouais. Et puis Nicolas. Mais si tes héritiers sont des enfin, je vais dire un peu, mais si tes héritiers sont des cons, est-ce que c'est toujours bien l'héritage? Tu vois, je veux dire, c'est quand même l'histoire, tu vois, de, comment on appelle ça, tu vois, de par héritage, par filiation. Ça, c'est quand même un truc un peu, à mon avis, à un moment donné, à repenser. Tu vois, pour ça que je crois beaucoup dans la destruction créatrice, parce que c'est un processus de sélection constante. C'est-à-dire que tu veux être sûr que tu remets dans le système des gens qui peuvent être des gens très intelligents, ils n'ont pas eu la chance d'être des héritiers, ils viennent d'ailleurs. Il faut que le système permette à ces gens-là, tu comprends, d'arriver, de devenir des entrepreneurs, de grandir et de pas être arrêtés, qu'on leur mette pas des barrières. Donc je crois que c'est très bien l'idée de la croissance des entreprises, mais l'idée absolument que ça doit passer par la transmission aux héritiers nécessairement, peut-être des fois oui, des fois non. Moi, ma mère, elle a créé une entreprise, j'étais dans la mode, et j'étais pas bon dans ce domaine, je savais que je voulais pas faire ça et j'avais pas du tout envie, ça m'intéressait pas. Voilà, comme je suis mal habillé. Bon, je voulais juste revenir simplement, juste répondre à la question. Oui. Si tu veux, voilà, il y a toujours, quand il y a des grandes révolutions technologiques, si tu veux, cette crainte et l'automatisation. Tu as eu ça avec la machine à vapeur après avec l'électricité, après avec la révolution digitale. Il y a toujours évidemment le crainte, évidemment, comme on automatise beaucoup, on détruit des emplois et on détruit des qualifications, et donc il y a la peur de ça, si tu veux. Mais en fait, on s'est rendu compte souvent que ça détruit, mais ça crée des nouvelles possibilités de créer des entreprises et des lignes nouvelles. Et tout le problème, si tu veux, c'est que l'aspect positif l'emporte sur l'aspect négatif. Et tu as totalement raison. Pour ça, la formation et l'éducation sont indispensables. Dans les pays, et là, à nouveau, j'ai mon tropisme nordique, dans les pays où tout le monde peut aller jusqu'au doctorat, ou bien l'apprentissage, ou tout ça, où l'éducation est totalement gratuite, où tu as des systèmes de formation qui sont vraiment bien chez nous, comme tu le sais, la formation professionnelle ne marche pas, parce que tu as les OPCA qui prennent tout l'argent de la formation professionnelle, et qui en fait, ça finance les syndicats patronnés d'employés. Chez nous, on n'en a pas. Et donc, si tu as un système de formation qui marche, une bonne éducation pour tout le monde, où les gens apprennent à apprendre et peuvent se recycler très facilement, eh bien, à ce moment-là, les effets négatifs sont très largement compensés par les effets positifs. Si tu as une économie très rigide, où les gens sont mal formés, où ils peuvent pas se recycler facilement, alors les effets négatifs l'emportent, et du coup, il y a la peur, si tu veux, d'aller de l'avant et de se moderniser. Et tout dépend de ça, tu vois. Voilà, c'est ça que je voulais juste répondre. Alors, Nicolas voulait dire quelque chose. C'est exactement ce que je voulais dire. Il faut pas avoir peur du digital d'une certaine manière. Hein. Il y a un très joli livre qui n'est pas très jeune, hein, qui doit avoir 50 ans, qui a été écrit par un sociologue qui s'appelle John Naisbitt. Il s'appelle La réponse compensatoire. On trouve toujours la réponse compensatoire. Il n'y a jamais cosmopolis complètement. Fritz Lang n'a jamais totalement raison. On trouve la réponse compensatoire et on va la trouver. Si je vous prends le groupe dans lequel j'ai travaillé pendant 10 ans, Capgemini, on a été attaqué de toutes parts par des grands groupes indiens. Bon, on aurait pu juste disparaître. On aurait pu même produire simplement des délocalisations brutes, quitter la France. Bon. Capgemini, 2003, 20 000 salariés en France, 500 salariés en Inde. Capgemini 2015, 23 000 salariés en France et 100 000 salariés en Inde. Voilà. On a trouvé la réponse compensatoire. C'est toujours la même chose, c'est la croissance. C'est la croissance. Donc dans les 10 ans qui viennent, la France va recruter 500 000 ingénieurs. On a besoin d'ingénieurs. Dans les 10 ans passés, les emplois, on les a créés où?
500 000 ingénieurs dans le digital, dans les télécoms, etc. et dans les services à la personne. On les a détruits où? On a perdu 250 000 secrétaires. Et on a perdu 300 000 cultivateurs. C'est le renouvellement de l'économie, c'est la destruction créatrice, et voilà, il ne faut pas avoir peur. À la fin des fins, il faut juste piloter le truc et se donner des ambitions de croissance. Ça, c'est fondamental. Ambition et confiance, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à tous, je suis désolé pour les éventuelles questions, mais voilà, le panel est riche lui-même, et donc si vous avez des questions personnelles, vous pouvez évidemment venir nous voir. Merci à tous et bonne soirée.